Il est 8h36 et nous sommes avec Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Nadine Morano, merci d'être avec nous ce matin. Angela Merkel, vous êtes députée européenne, je le rappelle. Angela Merkel et François Hollande ensemble devant le Parlement européen le 7 octobre. Oui. Ils prendront la parole ensemble. Oui. C'était indispensable. Mais je trouve que ça intervient très tard. Vous savez, Oui. on a déjà eu M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui est vu s'exprimer il y a quelques mois devant le Parlement européen avec un discours totalement décalé par rapport à la réalité, où aujourd'hui il dit lui-même que la situation devient grave. Mais qu'est-ce qu'il est venu dire devant le Parlement européen? Que le continent européen était un vieux continent et qu'il avait besoin d'immigration pour pouvoir assurer le renouvellement de ces générations. Pour conclure, c'était Europe, accueillez tous les migrants, c'est votre devoir, et le reste, on ne veut pas le savoir. C'était une faute. Moi, je reviens de... Oui, vous allez me parler de ça, Ouais. mais je voudrais finir je voudrais finir. C'est deux L'Allemagne et la responsables. France. Oui, L'Allemagne et la France, main dans la main. Vous les accusez de quoi? À la fois Vous accusez qui? Angela Merkel et François Hollande de contribuer à cette situation d'immigration massive que nous sommes en train de vivre. Ça fait 2 ans et demi que le Liban, la Jordanie, et que la situation se détériore, où tout le monde envoie cet appel au secours en disant « aidez-nous » parce que c'est nous qui d'abord recevons les réfugiés. Je rappelle que le Liban... C'est nous, c'est-à-dire qui nous? Le Liban à proximité de la Syrie. Oui. Le Liban aujourd'hui est vous revenez du constitué Liban. de près de 50% de sa population qui est aujourd'hui étrangère et qui doit faire face. La Jordanie qui pareil reçoit plus d'1,5 million de réfugiés. Alors au bout de 2 ans et demi de crise majeure, on voit Angela Merkel qui a fait un appel à l'immigration massive. D'un coup dire attendez là on est débordé, on referme, Elle n'a pas appelé l'immigration massive. Écoutez, je vais vous dire, Elle a pour moi, ouvert ses frontières, politique... ou elle a accepté les réfugiés. Qu'est-ce qu'a fait Dans un l'Union premier européenne, temps. Monsieur Bourdin? Qu'est-ce qu'a Oui. fait l'Union européenne? Hmm. L'Union européenne a voulu traiter une crise humanitaire sans vouloir traiter la crise politique. C'est ça la réalité. Et en fait, la politique de quotas est aujourd'hui une incitation aux réfugiés, enfin ceux qui vont devenir des réfugiés, à quitter leur pays. C'est une incitation Vous à êtes traverser. contre le mécanisme de répartition obligatoire? Je suis contre, mais bien sûr, mais je l'ai dit depuis le départ, déjà même chez vous, Oui, je l'ai dit. oui. Je l'ai dit parce que, vous voyez, je suis allée au Liban et en Jordanie, j'ai visité... Oui, vous des en camps. revenez, oui. Je reviens de ces camps où j'ai fait des déplacements, où j'ai pu discuter avec ces personnes qui vivent dans des camps, qui sont des réfugiés. Je me suis entretenue avec le ministre des Affaires étrangères du Liban. Je me suis entretenue avec le ministre des Affaires sociales du Liban qui en charge les réfugiés, ainsi qu'avec le ministre du Plan et des Relations internationales de la Jordanie. Mais vous vous êtes entretenu surtout avec les réfugiés. Les ministres, on s'en moque. Non, on s'en moque pas du tout, parce que c'est eux qui ont la charge oui, financière non, mais d'accord. et la Mais gestion. les réfugiés vous ont dit quoi? Vous avez tort. Je veux dire, ceux qui sont les décideurs et ceux qui doivent gérer ces crises, ce sont les responsables politiques. Bon. D'ailleurs, vous me parlez de François Hollande et d'Angela Merkel. Bon. Oui, oui. Bon. Donc, la réalité... Que vous en dit les réfugiés que vous avez croisés? Ils vivent dans des conditions extrêmement sommaires, enfin, de manière différente au Liban et en Jordanie, puisqu'en Jordanie, les camps, même s'il y a 10% des réfugiés dans les camps, et les camps sont extrêmement organisés avec magasins, équipements sanitaires, sécurité assurée. Zaatari, vous êtes allé dans le camp de Zaatari. Et au Liban, en revanche, ce sont des camps totalement informels, illégaux, mais où interviennent les organisations onusiennes et où interviennent des ONG en soutien, ainsi que les mairies. Les réfugiés n'ont pratiquement rien, sauf qu'ils ont des télés. Voilà. Et donc, ils regardent à la télé les informations qui leur proviennent de l'Europe, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'ils peuvent avoir un accueil, qu'ils auront sans doute un logement, qu'ils seront soignés et qu'ils seront nourris. Et donc, par rapport à cela, ils se disent, quitte à risquer la vie, ils sont conscients qu'ils peuvent perdre la vie pendant la traversée, pendant le voyage, soit la traversée en mer, soit la traversée par terre. Bon, et ils le disent, mais attendez, quitte à mourir à petit feu, eh bien, on peut autant mourir vite si on doit mourir, mais on veut survivre. Vous feriez comme eux? Alors, là où il y a une faute, Monsieur Bourdin. Non, mais je vous pose une question. Est-ce que vous feriez comme eux? Non, je pense que... Non. Non, attendez. Vous préfériez aller mourir dans votre pays en guerre? S'il y avait la guerre chez nous, vous préfériez aller vous réfugier à proximité de notre pays, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, là où vous êtes dans le même creusot de culture, là où vous avez la même langue, le même creuset, pardon, de culture, là où vous avez la même langue, pratiquement. Quand les Syriens se réfugient au Liban, ils se comprennent. Ils ont la
même culture. Voilà, il y a une compréhension, il y a une adaptation beaucoup plus facile. Quand les Syriens sont en Jordanie, quand les enfants vont à l'école, et Dieu sait si ça coûte 2 points de PIB à la Jordanie d'accueillir ces réfugiés, ils ont besoin qu'on les soutienne en matière d'eau, en matière de scolarisation, en matière de santé. Donc l'appel qu'ils nous disent, arrêtez de faire une politique de quotas. Les Syriens me l'ont dit, ils me disent mais nous on n'a pas envie de partir. Si on règle le problème du conflit en Syrie, on veut retourner chez nous. Donc la réalité, depuis des mois et des mois, j'appelle au règlement politique de la crise, c'est-à-dire il faut une intervention en Syrie pour permettre à ces gens de retourner chez eux. Intervention militaire, bien sûr, alors aérienne et au sol. Oui, Nadine Morano. Alors, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, qui au sol et contre qui? Mais il faut une coalition internationale. Je l'ai dit depuis longtemps. D'ailleurs, j'observe que mes amis politiques viennent sur la même analyse que la mienne. J'en suis très contente. Mais la plupart, depuis cet été où je dis il faut parler avec la Russie. Bon, le maintien. J'en ai discuté aussi avec les responsables politiques là-bas. Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'on fait avec Bachar el-Assad? Le problème, c'est que Bachar el-Assad a fait une énorme faute lui aussi. C'est que au moment du printemps, sur son peuple. Au moment du printemps arabe, il a chloré son peuple. Quand le roi du Maroc, lui, a modifié sa constitution, a fait des réformes, tout comme le roi de Jordanie l'a fait, c'est-à-dire qu'il a fait des réformes et modifié sa constitution. Il a permis à arrêter ce soulèvement qui commençait à naître dans son pays. Tandis que Bachar el-Assad, lui, il n'a pas voulu mettre autour de la table les opposants, il n'a pas voulu faire de réformes, il a tiré sur son peuple. Voilà, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on a puisque la géopolitique est hors du vide, on a Daesh, on a des terroristes. Et vous savez ce qu'on me dit là-bas? On me dit mais vous êtes fous en Europe. Vous savez que quand on démonte des camps, on découvre des cellules dormantes partout, avec des armes, des munitions, partout. Et vous savez qui arrive sur le territoire européen? Est-ce que vous êtes capable de faire le tri? Qui est capable de faire le tri? Qui est capable de déceler tous ces gens qui arrivent donc vous et qui dites, pourraient être des terroristes vous avez et qui arrivent chez rencontré nous? ces réfugiés qui veulent rentrer dans leur pays, Bien sûr. ce que l'on comprend. Oui. Ce que l'on comprend. Moi je me souviens de ce que vous avez dit, c'était sur Europe 1, je crois, vous avez dit heureusement qu'on n'a pas fait pareil en 39-45 ou en 14, et ils fuient la guerre, ils quittent leur pays, vous rediriez la même chose. Oui, sauf que ils sont lâches, quoi. Ils vont pas se battre, ils sont un peu lâches. Non, c'est que la mode médiatique, c'est qu'on dit la moitié d'une phrase et que vous dites pas la fin. Et je dis, mais il faut aller les aider, comme on a été aidé par les Américains, c'est-à-dire que ces gens qui auraient envie de se battre pour leur pays, aujourd'hui, j'ai discuté avec des jeunes hommes là-bas, qui me disent, mais aidez-nous. Aidez-nous, on est prêt à prendre les armes. Ils veulent défendre leur pays. Mais c'est vrai que nous, on a défendu notre pays. Et eux aussi, ils ont envie de le défendre. Vous croyez que leur rêve, c'est de venir en Europe, de tout réapprendre, de réapprendre une langue, de se conformer à la culture d'un nouveau pays? Ils préféraient rester chez eux. Beaucoup viennent en Europe. Alors beaucoup viennent en Europe. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces réfugiés qui arrivent en Europe? Est-ce qu'on fait comme la Hongrie? Vous avez vu que les militaires ont désormais la possibilité de tirer vers les réfugiés. Pas les tuer, a dit le Parlement hongrois. On peut tirer, mais pas les tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes députée européenne. Que fait-on face aux réfugiés qui ont traversé tous ces pays et qui viennent chez nous, qui veulent venir? Moins en France qu'ailleurs, d'ailleurs. C'est de notre faute. Et moi, quand je vois ces images, franchement, ça me fait honte. Ça me fait honte parce que nous sommes sur ce territoire européen fabuleux qui travaille à un destin commun et qui travaille surtout au développement des droits de l'homme. Destin commun à qui? Destin commun aux Européens, simplement. Aux Européens. Et qui développe justement cette notion des droits de l'homme, qui est attachée à la notion des droits de l'homme. Quand je vois des personnes humaines, je suis désolée, ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile, refoulés avec des enfants, et parce qu'on a incité à ce qu'ils viennent traverser là-bas. Moi, je vous le dis, vous savez, ce qu'il faudrait d'abord faire, je fais un appel à votre antenne, je le dis parce que d'abord ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte 10 fois moins cher de pouvoir accueillir un réfugié là-bas à proximité de son pays. Je leur demande, alors que HCR n'a plus les moyens de subvenir aux besoins des réfugiés, de faire des dons au HCR, de faire des dons au programme alimentaire mondial, de faire des dons à l'UNICEF et de permettre à ces organisations onusiennes de maintenir et d'aider au maintien des réfugiés sur place pour que nous réglions la crise politique et que nous aidions ces personnes à retourner chez elles. Quant à ceux qui sont arrivés chez nous, Monsieur Bourdin, il faut faire quelque chose. Bon, on ne peut pas les laisser traiter comme des animaux. Nous sommes submergés. On est submergés. Nous sommes submergés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes submergés. Mais bien sûr, est-ce que nous vous sommes le pensez? submergés. Et vous savez qu'aujourd'hui... Nous sommes submergés en France?
Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais je vous pose la parle... question. Je vous pose la question, simplement. C'est ce que dit Marine Le Pen. Mais je pense vous dites la même chose. Je pense que aujourd'hui, le sentiment que ressentent les Français d'envahissement, c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. C'est comme le sentiment d'insécurité. C'était pareil. On avait un sentiment d'insécurité, il y avait de l'insécurité. 30 000 réfugiés, 65 millions d'habitants. Mais c'est de la blague, monsieur Bourdin, c'est de la blague. Quand on vous parle de 24 000 réfugiés en quota, c'est-à-dire qu'on va 30 000, allez, 30 000, 40 000. Légaux, c'est-à-dire ceux à qui on va demander des papiers, qu'on va inscrire, tout ça c'est faux. On se moque du peuple. Je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui arrivent en situation illégale et qui rejoignent... Vous iriez jusqu'à dire que la population française est en train d'être remplacée ? On n'est pas encore à un niveau de remplacement, mais ce sentiment d'être envahi... Pas loin, quoi, si je comprends bien, si je vous écoute. Et c'est une révolte parce que le peuple français est un peuple généreux. Il veut aider, il comprend, il sait, on a traversé aussi des périodes difficiles. Mais alors, que fait-on de ces réfugiés, vous disiez, avec des enfants, des femmes... envoie ce message de quota. Mais monsieur Bourdin, comprenez-moi. Ces images qui arrivent là-bas est une incitation à venir chez nous. Alors il faut dire stop. L'Europe ne fait plus de quotas. L'Europe n'est plus en situation d'accueillir. L'Europe ne prend plus de réfugiés. L'Europe va aider à régler la situation politique en Syrie. L'Europe va entrer en guerre contre Daesh et va permettre aux Syriens de rentrer chez eux. C'est ça que l'Europe doit envoyer comme message, monsieur Bourdin. C'est pas l'Europe permet une politique de quotas. Donc non, ceux qui sont chez nous maintenant, je le dis, plutôt que de donner des moyens. Ceux qui sont à nos frontières. Mais de donner des moyens. Mais même en France, monsieur Bourdin, quand j'entends le Premier ministre nous dire on va donner 1 000 € à chaque commune pour accueillir des réfugiés. Mais stop, arrêtez. Mais alors que fait-on? Déjà, il faut dire, envoyer un message, il n'y aura plus d'immigration dans l'Union européenne. Après, tous ceux qui sont arrivés, il faut mettre les moyens avec, je l'ai dit déjà, je l'avais dit, mettre des moyens en employant des CDD, des contrats de durée déterminée, des personnels qui viennent en renfort de nos préfectures pour examiner en urgence toutes les situations des personnes qui sont arrivées chez nous et les renvoyer au plus vite s'ils ne relèvent pas du statut d'asile. Voilà, donc, et les renvoyer au plus vite. Et ça veut dire que Mme Merkel et M. Hollande, il faut qu'ils restent. Je veux dire, ça fait partie de notre constitution d'être réfugié. Le statut de réfugié de guerre, vous êtes favorable? C'est Nicolas Sarkozy qui a fait cette proposition. Non, je pense qu'il ne sert à rien de rajouter de la complexification à l'étude de statuts divers. Je pense que Mme Merkel et M. Hollande feraient bien de travailler ensemble à dire comment est-ce que, parce que Mme Merkel a agi d'une manière totalement égoïste en se disant mais vous moi l'encensiez il y a peu. Ah oui, alors là je peux vous dire qu'elle me déçoit, mais alors elle il y a peu et maintenant parce que là pour le coup, enfin elle a agi d'une manière totalement égoïste, mais en préservant les intérêts à peu près de l'Allemagne, parce que son taux de natalité est très faible et qu'elle a besoin d'immigration pour assurer la main d'œuvre et le renouvellement de ses générations, ce qui n'est pas le cas de la France qui elle assure son renouvellement de génération. Et j'ajoute que l'Allemagne a un budget en équilibre alors que nous avons un budget extrêmement déficitaire. On n'est pas dans la même situation, mais elle s'en moque, elle ouvre les vannes, et après elle dit bah non stop, on en a assez, on ferme les portes, et après débrouillez-vous pour le reste de ceux qui vont passer. C'est inacceptable. Quand on est dans l'Union européenne, on ne se comporte pas comme ça. François Hollande est aux abonnés absents, la France n'existe plus, il n'y a plus de leadership. Quand vous me dites François Hollande va aller s'exprimer dans le Parlement européen, va faire un déplacement, il est attendu, je n'ai pas dit que vous le défendiez, il est attendu en Liban, Monsieur Valls est attendu en Jordanie d'ici peu, là, d'ici quelques jours, mais seulement maintenant. Mais ça fait longtemps qu'ils auraient dû y aller. Morano, les statistiques ethniques, vous êtes favorable? Je change un peu de sujet parce que les statistiques ethniques, vous y êtes favorable? Oui. Je suis favorable depuis longtemps. Voilà. Comme je suis favorable à ce qu'on éclaire. C'est une forme de racialisation de la politique ou pas? Non, c'est une question de connaître. C'est Marine Le Pen qui dit ça, c'est pas moi. Je cite Marine Le Pen parce que certains disent Nadine Morano, Marine Le Pen, finalement, se ressemblent, sont proches l'une de l'autre dans leurs propositions, dans leurs idées, dans leurs... Non, parce que je peux vous dire que quand j'écoute Marine LePen au Parlement européen, je suis toujours atterrée. Moi, je crois en l'Europe. Atterrée par quoi? Mais parce que je crois en l'Europe, Monsieur Bourdin. Je crois que la construction européenne, c'est ce qui nous a permis d'avoir la paix. Vous croyez en l'Europe? Vous croyez en Schengen? Je crois en l'espace Schengen et en la libre circulation. Dès lors que nous réformons les frontières extérieures et que... Mais vous supprimez Schengen ou pas? Mais non, pour l'instant, Schengen nous met en difficulté parce que nous acceptons d'avoir des frontières extérieures faibles et donc du coup d'être submergés d'immigration. Mais
Mais l'idée d'un espace Schengen de libre circulation des personnes et des biens, et notamment d'avoir une monnaie unique, c'est une idée formidable, sauf qu'on construit des choses un peu à l'envers. On a un espace Schengen, mais on a une zone euro, et on n'a pas la même fiscalité. Déjà que M. Hollande, c'est un autre sujet, mais que M. Hollande et Mme Merkel travaillent à ça, et aux mêmes droits sociaux. Vous verrez que l'Europe ira beaucoup mieux. Donc elle ne croit pas en l'Europe. Elle est pour le retour à 40 ans en arrière. Je ne partage en rien son analyse économique. Alors après, si elle me rejoint sur la maîtrise de l'immigration, sur ce que nous avons mis en place quand nous étions au pouvoir, ça ne me dérange pas qu'elle soit sur mes analyses. Parce que moi, j'ai gouverné. La primaire de la droite et du centre, vous avez annoncé sur RMC que vous seriez candidate. Vous confirmez, vous serez candidate? Oui, j'ai envie de peser sur ce débat public. Vous avez pris votre décision cet été? Oui, je l'ai prise parce que... Oui. D'abord, j'ai trouvé que nous étions extrêmement absents sur un sujet qui était majeur, sur la Grèce, où je pense qu'on aurait été plus audible si on avait une position extrêmement forte sur aux Républicains, vous parlez des Républicains, qui a eu lieu pour la Grèce. Oui. Ensuite, sur la question des migrants, pardon, mais c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, quand vous interrogez l'ensemble des Européens, c'est leur première préoccupation. Et je dis qu'il faut apporter des réponses. Alors, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, parce qu'il faut être juste, je peux vous dire que s'il avait été au pouvoir aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation, parce que lui, il aurait pris le leadership. Comme il l'a fait quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, et qu'il est allé aider Alassane Ouattara, alors qu'il avait été élu démocratiquement. Ça, personne ne le dit. Comme François Hollande l'a fait au Mali. Mais arrêtez. Non. Arrêtez. Bon, peu importe, on ne va pas idem sur la Libye. aux uns et aux autres. Idem sur la Libye. Maintenant, François Hollande est au pouvoir, il ne s'est plus rien passé dans ce secteur du monde. Parrainage de 20 parlementaires, difficile. Qu'est-ce que vous en savez? Non. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà des soutiens? On verra. Mais attendez, vous savez, je pense que les jeux sont ouverts. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de montrer votre capacité de nuisance? Je sais pas moi, pour influer dans le parti pourquoi nuisance? Moi, je pour pense être considéré par Nicolas Sarkozy ou pour tout ça. C'est vrai. C'est fini tout ça? Mais ça vous avez pris existé. votre indépendance? Mais ça n'a jamais existé. Je fais de la politique parce que j'aime mon pays, j'aime l'action publique et je me suis engagée depuis l'âge de 20 ans. J'estime que si... Moi, j'étais contre la primaire. C'est pas, je n'aime pas ce dispositif. Bon, j'estime que normalement, quelqu'un doit pouvoir se dégager par son leadership naturel et être suivi par sa famille politique. Dès lors qu'on lance un dispositif où chacun peut participer au débat, qu'est-ce qui m'empêcherait de participer au débat? Et je ne vois pas pourquoi ces critiques de ceux qui ont envie de servir leur pays. Je crois que ceux qui sont nuisibles, c'est ceux qui ne veulent pas servir leur pays ou qui n'ont pas de conviction et qui sont là et qui subissent, comme François Hollande qui subit tout ce qui nous arrive et qui est un destructeur de richesse en France et qui par dogmatisme, souvent par dogmatisme, agit par son dogmatisme. Il n'a pas voulu intervenir en Libye après pour accompagner la transition démocratique parce que Nicolas Sarkozy était allé là-bas. Il a supprimé la TVA sociale parce que Nicolas Sarkozy l'avait mis en place. C'est ça la réalité. Il faut penser à l'intérêt des Français, Monsieur Bourdin. L'intérêt des Français. Alors, Nadine Morano, je finis sur une note un peu plus légère, je dirais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu serrer la main de Guy Bedos quand vous appelez ça léger? Non, enfin léger. Enfin oui, par rapport voilà quelqu'un qui tient des propos orduriers à mon égard, qui m'a insulté dans ma propre ville, dans un spectacle qui a été financé entièrement, donc payé par la municipalité socialiste de Toul, qui baissait les yeux lorsqu'il était au tribunal pendant plus d'un quart d'heure avant que l'audience ne commence, qui au bout d'un quart d'heure s'est décidé à venir me dire bonjour pour mettre en scène une photo. J'observe que le parquet... pas besoin de la mettre en scène, hein, les photographes étaient là, enfin peu importe. Non, parce que pendant 15 minutes, il m'a pas dit bonjour. Donc, je ne peux pas tolérer ce registre ordurier. D'ailleurs, le parquet a fait appel parce que le parquet avait déjà dit, lorsqu'il a requis, que les insultes, l'injure publique était avérée et qu'il appelait à la condamnation. Donc, moi, je suis une femme. Guy Bedos ne me connaîtrait pas si j'avais pas été candidate à une élection et si j'exerçais pas un mandat public. Je suis extrêmement blessée dans cette dignité parce que je suis une femme et son acharnement montre sa lâcheté, si vous voulez. Et puis il insulte à travers moi ma personne, il insulte le mandat public que j'exerce, il insulte toutes les femmes et même aussi, vous savez, quand il dit elle vient du peuple, qu'elle y retourne, connasse, ça veut dire qu'il insulte aussi le peuple et je trouve que, vous voyez,
l'humour, c'est fait pour faire rire. Mais quand vous avez besoin de l'insulte pour faire rire, c'est que vous avez vu vous devez vous interroger sur votre Stéphane Guillon talent. chez Ardisson. Non, mais il est dans la rue, de Guy Bedos. C'est le registre de la médiocrité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je trouve que nous sommes en France et qu'au nom des femmes, je ne tolérerai pas qu'on puisse insulter gratuitement et en se couvrant de son statut d'humoriste. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et beaucoup d'élus et de femmes élues qui me disent qu'elles en peuvent plus et que ça ne peuvent pas le tolérer parce que sinon, vous voyez, c'est un permis à insulter et ça, je ne le laisserai pas faire dans mon pays. Bien, Nadine Morano, merci d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h57. Vous êtes sur RMC et BFM TV.